Alors Molotov, ça fait quoi? Ça fait un nom comment ça? Molotov. Off. C'est creusois. C'est creusois? C'est français, Molotov? Non. Non, hein? Tu dirais quoi, toi? C'est quelle origine? Eh ben, tout à fait. C'est russe. Voilà. Yes. Un bon point. Et puis on va vous parler, on va vous raconter pourquoi en France, aujourd'hui, il y a des gens comme moi qui ont un nom russe. D'accord. Hein? Et nous avons la chance d'avoir un soldat russe qui était là il y a 100 ans. Nicolas. Bienvenue Nicolas. Donc Nicolas était là il y a 100 ans. Et il est arrivé à la Courtille avec son équipement militaire, parce qu'à l'époque, les soldats russes avaient cet équipement. La casquette et le casque, évidemment, pour se protéger des éclats d'obus, des balles. Ça, c'est la tenue de combat. Et le fusil était français. Voilà ce que c'était que le masque à gaz à partir de 1916-1917. Donc, c'est pas très confortable. Il y a vite de la buée dedans, mais c'était malgré tout assez efficace. Alors masque à gaz, pourquoi? Parce que les Allemands envoyaient des obus, et dans les obus, il y avait des gaz qui étaient mortels. Si vous respiriez ces gaz, vous mourriez. Les raisons, c'est les suivantes, c'est qu'il y a 100 ans, c'était la Première Guerre mondiale, les Français se sont battus contre les Allemands, mais les Français n'étaient pas tout seuls, ils avaient des amis, donc des amis anglais, les soldats anglais sont venus se battre en France, et il y a eu aussi des soldats russes, à peu près 20 000 soldats russes, qui sont arrivés de Russie pour se battre sur le front français et aider les Français à se battre contre les Allemands. Mais pendant la Première Guerre mondiale, en tout cas en février 1917, il y a eu en Russie une révolution, mais on vous expliquera ça un peu plus en détail. Et donc les soldats russes ont refusé de continuer la guerre. Ils voulaient rentrer en Russie faire la révolution. Comme nous en France, on a eu la Révolution française en 1789, les Russes ont eu la leur en 1917. Donc nos soldats russes qui étaient sur le front ne voulaient plus faire la guerre, ils voulaient faire la paix et rentrer chez eux. Et comme on ne pouvait plus les laisser sur le champ de bataille, puisqu'ils ne voulaient plus se battre, eh ben on les a envoyés dans le centre de la France. On les a envoyés dans un camp du centre de la France, qui est le camp de la Courtille. Donc il y a 100 ans, il y avait à peu près 16 000 soldats russes qui sont restés pendant l'été 1917 dans le camp de la Courtille ici. Et nous, 4, nous sommes tous des petits-enfants, des petits-fils et petites-filles de soldats russes qui ne sont pas retournés en Russie. Moi, c'est Molotov. Moi, Ivanov. Zloveski. Gounine. Voilà. Et donc, pendant ces 3 jours, en tout cas aujourd'hui pour vous, nous allons rappeler cette mémoire, parce que c'est important, parce qu'elle a été totalement oubliée. C'est-à-dire que très peu de gens savent que des Russes sont venus en Russie pour se battre auprès des Français, et quasiment personne ne savait que les Russes, 16 000 Russes, ont vécu ici pendant l'été 1917, au camp de la Courtille. Donc on va voir ces panneaux, vous allez voir. Et puis il y a une autre partie de l'exposition là qui est sur les grilles. C'est sur les tirailleurs sénégalais et l'armée coloniale. Et vous verrez, on va parcourir ça. Tous ces pays-là, qui sont aujourd'hui des pays indépendants, ils étaient considérés comme la France. C'était l'empire colonial français. Et donc, il y a des troupes qui sont venues aider sur le front en France, qui venaient de tous ces pays-là. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de Noirs, du Mali, du Sénégal et d'ailleurs. Regardez les troupes de ce qu'on appelle l'armée coloniale française, c'était des Africains, c'était des Noirs. Là aussi, vous aussi. Hein?
Ah oui, ils étaient beaucoup. Ils sont venus en France, ils sont venus ils ont emmené un petit peu de la Russie ici. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec non seulement leurs habits, mais une mascotte, hein, donc l'animal un petit peu fétiche du régiment et du pays. Hein. Un ours. En fait, il y en a eu plusieurs. Bon, on connaît, c'est l'histoire de cet ours qui ont vécu à la guerre et après la guerre. On se retrouve sur plusieurs photographies. Les soldats se faisaient photographier avec, un petit peu en porte-bonheur. Et puis c'était le symbole à l'époque de ce qu'on appelait l'amitié franco-russe. Donc on l'a promené un petit peu partout. À Marseille, quand les Russes sont arrivés, ils ont d'abord débarqué en bateau à Marseille, hein, après avoir fait pour une partie pratiquement le tour du monde, hein, traversé toute la Russie, qui est quand même le plus grand pays du monde, ensuite par bateau depuis la Corée, vers le Japon, vers la Chine, jusqu'en Égypte, pour finalement arriver à Marseille. Vous voyez, ça faisait très très long, hein, 3 mois de voyage. Ici par moins 30, moins 40 degrés, ici par plus 30 degrés dans l'humidité, avec les mêmes vêtements et avec 2 ou 3 000 soldats par bateau. Et souvent, pas sur le pont du bateau où on peut respirer l'air frais, mais dans les cales du bateau où on mange mal, où les conditions sont difficiles, on est entassé. Hein, là, vous êtes un peu serré, mais imaginez que vous restez comme ça pendant 3 mois, sans changer d'habit, ou presque, sur un bateau, etc. C'était un voyage pénible de ce point de vue-là. Donc, quand ils sont arrivés en France et à Marseille, soleil, on a jeté des fleurs, on les a accueillis, etc. Eux, ils étaient contents d'en avoir fini avec ce voyage. Malheureusement, après, comme ils étaient venus là pour combattre, on leur avait pas laissé le choix. C'était les soldats, on leur disait, voilà, c'est la guerre, tu pars à la guerre, tu vas aller en France. Et après, c'était le front. Là, c'était d'autres souffrances qui les attendaient que le froid ou l'humidité, etc. 1 an plus tard, quand il y a eu une révolution, un grand changement dans leur pays, en France, ils ont voulu faire la même chose. Ils voulaient profiter justement de la liberté, parce que la Russie, avant cette révolution, c'était un pays où il n'y avait pas de liberté. Pas de liberté de parler, pas de liberté de manifester, pas de liberté de distribuer des journaux, de voter, il n'y avait rien de tout ça. C'était un pays très très dur, où les gens vivaient très pauvrement, et en particulier les paysans, qui constituaient 90% de la population et qui étaient du coup des soldats dans la guerre. Et donc ils ont manifesté sur le front. Ça s'appelle une révolte ou une mutinerie à l'armée. Parce que quand on est soldat, on n'a pas le droit, on n'a le droit que d'obéir. Ça a été une grande révolte. En fait, la plus grande révolte qui a eu lieu en France pendant la guerre, c'est celle des soldats russes sur le front et qui ont, vous voyez, collé un petit peu des drapeaux en prenant des branches d'arbres avec des tissus qu'ils avaient. Ils avaient la préoccupation de mettre en français quand même aussi des mots d'ordre et en russe parce qu'ils s'adressaient à leurs généraux qui passaient par là. Et c'est à la suite de ça qu'ils sont venus ici. Ils ne sont pas venus librement ici. Ça représentait un danger pour l'état-major, pour le commandement, qui avait peur que les soldats se révoltent. Ils arrivent à la petite, ils posent devant un photographe. Et là aussi, alors là, c'est écrit qu'en russe. On voit deux fusils croisés comme ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oui. La guerre? Alors, ça a un rapport avec la guerre, et ça dit quelque chose sur la guerre. Alors, non, c'est pas un signe de médaille, c'est un signe pour dire, en gros, ah bah la guerre, il faut en finir avec les fusils, les armes. La violence. Stop. J'ai vu la taille du fusil et la baïonnette en plus. Les polus surnommaient l'ensemble la canne à pêche. Une fois qu'il est. Voilà, la longueur. Donc le but au départ c'était pour embrocher l'ennemi
Donc plus on avait une grande distance, moins on avait de chance de se faire toucher. C'est pour ça vu la longueur. Mais pendant la guerre des tranchées, c'était assez inadapté parce que vu que les tranchées n'étaient pas très larges. Et pendant 3 jours, donc, des gens, pas simplement des jeunes, mais également des adultes, vont venir à la Courtine pour séjourner le centenaire et ils vont passer à cet espace et ils vont voir des livres qui les intéressent. Alors, tout à l'heure, on était sur les bandes dessinées qui étaient en train d'être préparées. Ben voilà une bande dessinée qui est terminée. Et là, vous en avez tout ce carré-là, c'est des bandes dessinées sur la guerre de 14-18, sur la guerre en général, sur les Russes, voilà. Et alors, vous avez beaucoup d'autres ouvrages qui sont mis à la disposition des gens qui vont passer. Et puis, derrière vous, vous avez la 4e exposition qui retrace, à partir de là, de la gauche, en 13 panneaux, de 1915, la décision de faire venir des soldats russes en France, jusqu'à 1920, où ils repartent de France pour la plupart, pour ceux qui sont encore vivants et ceux qui ne resteront pas. Voilà. Donc vous avez ces 13 panneaux qui marquent un peu les différentes étapes. Le voyage, vous avez par exemple les photos de bateaux que vous avez vues tout à l'heure, elles sont ici. Hein. Dans leur pays, la Russie, où il y avait un tsar, un monarque, qui n'était pas du tout favorable au peuple russe, eh bien, en février 1917, le peuple s'est révolté et il y a ce qu'on appelle une révolution, ce dont on parlait tout à l'heure, qui a éclaté en Russie. Et les soldats qui sont en France, à 25 000 km de là, eux, ils apprennent ce qui vient de se passer dans leur pays. Et ils veulent rentrer dans leur pays, ils ne veulent plus rester en France, dans les tranchées, ou partir au combat, ou voilà. Et donc, ils demandent à rentrer, à partir de février et mars, ils demandent à rentrer dans leur pays, la Russie, et c'est pour ça qu'ils refusent de se battre. Alors ils vont se réunir, ils vont faire des assemblées, des grands rassemblements, pour dire on ne veut plus combattre, on veut rentrer en Russie, on veut être avec nos familles, notre peuple, dans cette révolution. Et c'est là où on décide, le gouvernement français et leurs généraux qui les dirigeaient, eh bien, de les écarter de la zone des combats, et puis de les amener ici à la Courtine. Et c'est là où ils arrivent à la Courtine, vous avez vu les photos tout à l'heure, de leur arrivée à la gare de la Courtine, ce qu'on a appelé la première brigade, ils étaient 9800, ils arrivent à la gare de la Courtine, et ils vont rester là jusqu'au moment où on va, avec des canons, le 16, 17 et 18 septembre 1917, leur envoyer des obus sur ces soldats qui sont dans le camp de la Courtine. Et donc là, vous avez en photo, vous l'avez aussi dans la grande salle, celui qui s'appelait Globa, qui était le chef, le responsable de ces soldats qui s'étaient mutinés, qui ne voulaient plus combattre. Et là, il est arrêté, c'est à la fin de ces 3 jours où on a envoyé des coups de canon, il est arrêté par l'armée française et il va être emprisonné. Et on va l'amener sur une île qui est dans l'Atlantique, en face de La Rochelle, qui s'appelle l'île d'Aix. Il y a un fort où ils sont, à l'île d'Aix. Ceux qui n'ont pas été emprisonnés ici, qui sont restés en France, on les a envoyés dans les forêts, dans les carrières, dans les mines pour travailler. Et donc là, vous avez des soldats russes qui étaient avant ici à la Courtine, et quelques mois après, vous les retrouvez dans l'est de la France en train de travailler